Le 6 décembre 1989, un homme entre dans une classe de génie mécanique à l'École polytechnique de Montréal, armé d'un fusil semi-automatique. Après avoir fait sortir les hommes de la salle, il ouvre le feu sur les femmes en criant « Vous êtes toutes des féministes !» Il tue 14 jeunes femmes avant de retourner son arme contre lui. Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels avec une perspective féministe et engagée. Je m'appelle Clémentine et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre et à l'appréhender. Le premier dimanche de chaque mois, je vous fais découvrir une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois plus confidentielle. À la fin de chaque épisode, je vous donne mon avis et en me basant sur différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire québécoise, l'attentat antiféministe de Polytechnique en 1989. Avant de commencer, petit trigger warning, cette histoire parle de meurtre et de violence contre les femmes, alors si vous en ressentez le besoin, préservez-vous. La tuerie de Polytechnique reste encore aujourd'hui, plus de 30 ans après, la tuerie en milieu scolaire la plus meurtrière de l'histoire du Canada. À l'époque, c'est un énorme choc dans le pays, un peu comme pour le 11 septembre 2001. Tout le monde, au Québec, se rappelle de ce qu'il faisait quand il a appris la nouvelle. Dans cet épisode, je vais donc revenir sur les événements de ce 6 décembre, mais aussi sur l'après, la façon dont cet attentat a été présenté, et enfin, sa récupération par des groupes masculinistes. Dans la deuxième partie de l'épisode, je vous donnerai mon avis sur cette histoire, ce qu'elle dit de notre traitement des violences faites aux femmes en tant que société, et j'évoquerai l'antiféminisme et la sous-culture incel qui prospère actuellement et dans laquelle on pourrait placer l'auteur de l'attentat de Polytechnique, Marc Lépine. Bienvenue dans Pour de vrai. Polytechnique Montréal est une école d'ingénierie située dans le quartier de Côte-des-Neiges, sur la colline de Mont-Royal, au cœur de Montréal. À la fin des années 80, l'école compte 6 000 étudiants, parmi lesquels environ 10% sont des femmes. En ce 6 décembre 1989, à Montréal, dehors, c'est la tempête de neige. C'est le dernier jour de cours à Polytechnique et la journée devait se résumer à des présentations de projets et à la préparation en vue des examens. Il est environ 17h et il fait déjà nuit quand Marc Lépine arrive à Polytechnique. Il est armé d'un fusil, un Luger 14, en vente libre au Canada. Il est équipé d'un chargeur spécial qui permet de tirer 30 cartouches sans avoir à recharger, et d'un couteau, le tout dissimulé dans un sac plastique. Marc Lépine entre dans le bâtiment et se dirige d'abord vers les bureaux administratifs. Il s'assied un moment. Une employée témoignera plus tard l'avoir vu fouiller dans le sac en plastique qui, nous le savons maintenant, contient en fait ses armes. À 17h12, Marc Lépine pénètre dans la salle C230, une salle de classe du 2e étage de l'école. Des élèves de génie mécanique sont en train d'écouter la présentation de l'une des étudiantes. Il et elle sont une 60aine. Marc fait irruption et demande aux étudiants de se séparer, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Comme ils n'obéissent pas immédiatement, car ils ne le prennent pas au sérieux, ils tirent au plafond. Les étudiants obéissent et se séparent. Marc ordonne aux hommes de sortir de la salle et reste seul avec les 9 femmes de la classe. Il leur dit qu'il est là car il combat le féminisme. L'une d'elles, Nathalie Provost, prend courageusement la parole et lui dit « Nous sommes juste des femmes étudiant l'ingénierie, pas forcément des féministes prêtes à marcher dans la rue en criant que nous sommes contre les hommes. Juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale. » Ce à quoi Marc Lépine répond « Vous êtes des femmes, vous allez devenir ingénieurs. Vous êtes une gang de féministes. Je hais les féministes. » Et il ouvre le feu à plusieurs reprises sur les femmes. Il quitte la classe en laissant derrière lui 6 femmes mortes et 3 blessées.
Ensuite, dans les couloirs de l'école, il tire au hasard sur les femmes qu'il croise. Il passe par la cafétéria, où il tue une étudiante, et se rend au 3e étage du bâtiment. Il s'arrête pour recharger son arme, puis il entre à nouveau dans une classe et demande à nouveau aux hommes de sortir. Ceux-ci n'ont pas le temps de sortir que Mark tire en direction des femmes restées dans la classe. Il achève l'une des femmes, couchée au sol, blessée, en la poignardant en plein cœur avec son couteau. Je choisis ici de ne pas décrire chaque meurtre un à un, car c'est pas l'angle qui m'intéresse, mais je voulais par contre insister sur la longueur et la violence de cet assaut, pour rendre compte du nombre de victimes et de l'obstination meurtrière de Mark Lépine pour faire le maximum de victimes. 21 minutes après être entré dans l'école, Mark Lépine retourne son arme contre lui et se donne la mort. Au total, 14 femmes ont été tuées. 12 étudiantes en ingénierie, une étudiante infirmière et une employée. Leurs noms étaient Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Degnaud, Anne-Marie Edward, Maude Aviernik, Barbara Kluksnik-Vidayevich, Maryse Laganière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte. Aussi, 14 femmes ont été blessées, dont Nathalie Provost, qui avait tenté de parler avec le tueur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la police n'a pas l'expérience de ce genre de tuerie en milieu scolaire. Il s'agit de la première tuerie de masse dans une école au Canada, mais aussi aux États-Unis. Columbine, par exemple, tuerie de masse tristement célèbre dans une école aux États-Unis, se produit en 1999, soit 10 ans après l'assaut de Polytechnique. La police n'est donc pas préparée à une scène de crime de cette ampleur, elle ne sait pas quelle est la procédure et l'attitude à adopter. En plus, l'arrivée de la police et des secours sur les lieux est ralentie par la tempête de neige. Et une fois sur place, il faudra plus d'1 heure pour que les ambulanciers puissent entrer dans l'enceinte du bâtiment, notamment parce qu'ils ne savent pas si le tueur est encore dans le bâtiment ou même combien il y a de tueurs. Il faut s'imaginer qu'il n'y a pas encore de téléphone portable, les étudiants et les étudiantes ne peuvent pas communiquer si facilement avec l'extérieur pour informer de ce qui est en train de se passer. Une fois dans le bâtiment, sur le corps de Mark Lépine, les enquêteurs retrouvent une lettre manuscrite dans laquelle il reproche aux féministes d'avoir ruiné sa vie et qui ne laisse aucun doute sur la préméditation et l'aspect antiféministe de cette attaque. Je reviendrai sur cette lettre et son contenu un peu plus tard. Avant de m'intéresser au passé et à la personnalité de Mark Lépine, je voudrais faire un point de contexte. En fait, au Canada, à la fin des années 80, le féminisme est bien présent et il est, entre guillemets, assez puissant. Il s'est considérablement développé durant la Révolution tranquille, une phase qui a suivi la période de la Grande Noirceur, une ère très conservatrice qui s'est achevée au début des années 60. Donc il y a des lois féministes qui ont vu le jour au Canada et le mouvement féministe est plus radical qu'en Europe. Donc l'acte terroriste de Mark Lépine, il intervient dans ce contexte politique et on peut dire qu'il représente une forme extrême de backlash, même si, on va le voir, il n'a pas été décrit et présenté comme ça. Je vais maintenant vous en dire un peu plus sur le parcours de Mark Lépine et les événements qui ont précédé le 6 décembre. Je précise bien sûr que le but ici, c'est pas d'expliquer son geste par une histoire sociale et familiale compliquée, mais juste de raconter sa vie pour savoir d'où il vient. Ce que je veux montrer par là, c'est que malgré des difficultés, des problèmes dans sa vie, Mark Lépine, c'est un homme normal, pas un psychopathe ou un forcené, comme la presse a pu le présenter. Mark Lépine est né sous le nom de Gamil Garbi le 26 octobre 1964 à Montréal. Sa mère, Monique Lépine, est québécoise et son père, Rachid Lias Garbi, est algérien. Gamil a une sœur cadette, Nadia, qui a 3 ans de moins que lui. Rachid le père est très violent et il maltraite toute sa famille aussi bien dans ses paroles que dans ses gestes. Il trompe aussi sa femme et il est décrit comme étant très misogyne. Alors que Gamil a 7 ans, ses parents se séparent. Donc Gamil et sa sœur y vivent ensuite avec leur mère, qui a la garde, et j'imagine que ça a dû représenter un soulagement autant pour les enfants que pour Monique, la mère. Dans un premier temps, les enfants y voient leur père sous supervision, mais ils ont tous les deux très peur de lui. Et puis, assez vite, les visites prennent fin. Le père coupe complètement les ponts avec ses enfants.
Il semble qu'ensuite, Gamil et sa sœur ont jamais revu leur père et que même adultes, ils n'ont pas cherché à le contacter. Pendant leur jeunesse et leur enfance, Gamil et sa sœur ils vont aussi passer quelque temps dans des familles d'accueil. Au niveau scolaire, Gamil il est plutôt bon élève, mais il est décrit comme introverti, il a du mal à se faire des amis. En 1978, quand il a 14 ans, il remplace son nom de Gamil Garbi par celui de Marc Lépine, donc Lépine c'est le nom de sa mère. Il dit, c'est sa mère qui racontera ça après, que c'est notamment parce qu'il souffrait de racisme. Elle dit qu'il en avait marre de se faire traiter d'arabe par d'autres ados. Et je pense aussi peut-être qu'il souhaitait effacer ce dernier lien qu'il avait avec son père. À la fin de l'école, Marc s'engage dans une filière scientifique, puis il bifurque vers l'électronique sans terminer son cursus. Il est décrit comme très intelligent, il réussit bien, mais il terminera pas ses études. Après ça, il va travailler un temps dans les cuisines de l'hôpital où travaille sa mère, et en 1986, il part de chez sa mère et il prend un appartement en colocation. Il semble qu'à ce moment-là, il essaye d'entrer à Polytechnique, mais en fait, comme il n'avait pas terminé son diplôme, et même s'il lui restait très peu de cours à valider, il ne peut pas y entrer. Ça donne un peu l'impression d'une forme d'acte manqué. Donc finalement, il va reprendre des cours pour essayer d'entrer à nouveau à Polytechnique, mais de nouveau, sans qu'on sache trop pourquoi, ça va pas le faire. Et c'est à peu près à ce moment-là que, selon son colocataire, il commence à tenir des propos misogynes. Il se plaint d'être célibataire et il semble en vouloir beaucoup aux femmes. Après, les choses vont s'accélérer. En août 1989, Marc acquiert un permis de port d'armes et en novembre, il achète, légalement, une arme semi-automatique. Entre octobre et décembre 1989, il se serait aussi rendu à plusieurs reprises, jusqu'à 20 fois, selon les témoignages, sur le campus de Polytechnique et dans les locaux de l'école. Sans doute, on l'imaginera après, pour y faire des repérages en vue de commettre son attentat. Mais revenons maintenant à juste après la tuerie. Le 11 décembre, les 14 victimes ont droit à des funérailles nationales à la cathédrale Notre-Dame. Des milliers de personnes assistent à l'enterrement, le Premier ministre canadien et le maire de Montréal sont présents. 3 jours de deuil national sont décrétés et tout reste fermé. Le pays est en deuil. Les 14 victimes sont enterrées au cimetière de Notre-Dame-des-Neiges. C'est le même cimetière où a été enterré Marc Lépine un jour plus tôt, mais sans cérémonie. Je voudrais parler du traitement médiatique qui a été réservé à cette affaire. La tuerie est baptisée The Montreal Massacre, le massacre de Montréal, par la presse anglophone et la tuerie de Polytechnique par la presse francophone. Alors je me suis beaucoup posé la question de si j'allais ou non vous lire le contenu de la lettre de Marc Lépine et j'ai décidé que non. Mais elle est trouvable facilement sur Internet si ça vous intéresse. Je vous dis quand même ce qu'il dit dans les grandes lignes. Il explique qu'il se suicide pour des raisons politiques, que les féministes lui ont toujours gâché la vie et qu'elles ont le don de le faire rager. Il donne des exemples des avantages dont les femmes bénéficient selon lui et de comment elles veulent obtenir les avantages des hommes tout en conservant les leurs. Il explique aussi, et ça c'est important, qu'il est intelligent et qu'il sait qu'il va être qualifié de tireur fou, mais qu'il ne l'est pas. Il dit qu'il se considère comme, je cite, un érudit rationnel. Et en effet, il n'avait pas tort, dans les médias, on parle de tireur fou. Alors il faut savoir que la lettre, elle n'a pas été publiée dans les journaux, donc on ne sait pas encore qu'il dit qu'il ne l'est pas, mais la police par contre a retrouvé la lettre. Mais ce qui est fou, surtout, dans les médias, c'est que l'aspect sexiste et misogyne de la tuerie va être complètement occulté. Le lendemain du drame, par exemple, le Journal de Québec, Le Soleil, publie un éditorial intitulé « Une tuerie inexpliquée ». Un autre journal titre « Des jeunes gens tués dans la fleur de l'âge ». Jeunes gens au masculin donc. Et à l'Assemblée nationale, un ministre rend hommage aux étudiants sauvagement assassinés. Encore une fois au masculin. Pourtant, juste après la tuerie, les personnes présentes, elles racontent que Marc Lépine a crié « Vous êtes toutes des féministes, je hais les féministes » avant de tirer. Et malgré ça, pendant longtemps, la société canadienne va vivre dans une sorte de déni de la nature antiféministe de cette attaque. Dans les jours et les semaines qui suivent, le débat fait rage sur la cause et le mobile de l'attaque. Puisque je l'ai dit, la lettre de Marc Lépine n'est pas rendue publique, et la police refuse de la publier pour, je cite, « ne pas créer de psychose supplémentaire ». La ministre déléguée à la condition féminine parle d'un geste isolé et rassure les Québécoises.
Faire passer Mark Lépine pour un tueur fou plutôt que pour un homme normal avec des motivations politiques permet d'insister sur le caractère exceptionnel de cet attentat et donc d'affirmer qu'il ne peut pas se reproduire. On évite aussi ainsi soigneusement de parler des rapports de domination à l'œuvre dans la société et qui ont pu mener à cet acte. À la télévision, on voit aussi des experts qui invoquent une violence qui serait le fruit du libéralisme sauvage. Bref, tout est bon pour ne pas parler frontalement de la nature antiféministe du massacre. Paradoxalement, si la police refuse de rendre publique la lettre de Mark Lépine, la liste annexée à la lettre fuite et paraît dans la presse. Cette liste comporte le nom de 19 femmes, accompagnées de 7 notes, ont toutes failli disparaître aujourd'hui. Le manque de temps, car je m'y suis pris trop tard, a permis que ces féministes radicales survivent. Donc on y trouve des femmes bien connues au Québec, comme des journalistes, des vedettes de la télévision ou des syndicalistes. Par sécurité, ces 19 femmes ont été mises sous protection rapprochée. L'une d'elles, la journaliste Francine Pelletier, a demandé à accéder au contenu de la lettre de Mark Lépine, mais ça lui a été refusé. Des années après, elle revient sur le déni de la société canadienne sur la nature du massacre de Polytechnique dans une interview. Je pense que beaucoup de femmes auraient voulu, et certainement les féministes à l'époque, auraient voulu qu'on puisse appeler un chat, mais de façon générale, le traumatisme était tellement grand qu'on ne savait pas, on voulait nier l'évidence en fait. Et plus on était proche de la tragédie, plus on avait tendance au déni. C'est comme ça que, par exemple, l'éditorial du Soleil, 2 jours plus tard, niait carrément que ça avait une quelconque relation avec les femmes. Selon l'éditorial, c'était un pur hasard, alors qu'ailleurs, on avait tendance à remettre un peu plus les pendules à l'heure. Mais je pense que, de façon générale, ça ne cadrait tellement pas avec l'image que nous avons de nous-mêmes, particulièrement au Québec, une société qui s'est réinventée avec la Révolution tranquille, qui est progressiste, etc. On ne savait pas, on ne voulait pas reconnaître qu'un jeune homme avait voulu tuer des femmes parce que c'était des femmes. On ne voulait pas reconnaître le premier féminicide de l'histoire contemporaine, en fait. Et dans une autre interview, elle déclare « Je me souviens de notre état de vulnérabilité. Certaines d'entre nous venaient de payer le prix d'être une femme, mais personne ne voulait le reconnaître. Si un homme blanc n'avait tué que des noirs, n'aurions-nous pas tous hurlé à l'attaque raciste? Là, on nous intimait le silence. Il était inconcevable d'aggraver la déchirure qui venait de se produire entre les hommes et les femmes. J'ai compris ce jour-là combien nous avions été naïves. » Finalement, la lettre de Mark Lépine est enfin rendue publique 1 an après et le grand public commence doucement à ouvrir les yeux sur les motivations du tueur. En 1991, le Canada acte la reconnaissance formelle du crime sexiste. Le Parlement du Canada fait du 6 décembre la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. En 2009, le film Polytechnique, qui est très clair sur la nature misogyne de la tuerie, va aussi contribuer à nommer l'horreur et à en faire prendre conscience. Et finalement, en 2019, la plaque commémorative apposée sur la place du 6 décembre, pas loin de Polytechnique, a été remplacée par une nouvelle. L'ancienne évoquait seulement la tragédie survenue à l'école polytechnique, tandis que sur la nouvelle, il est désormais gravé « 14 femmes ont été assassinées lors d'un attentat antiféministe ». Il aura fallu 30 ans pour le dire clairement. Après le massacre, le pays est en deuil et pleure les filles de Polytechnique. Cependant, une partie de la population a bien compris les motivations de Mark Lépine. Pire, s'y reconnaît. Avant le massacre de Polytechnique, en fait, on n'entendait pas les mouvements de défense des droits des hommes et autres masculinistes dans l'espace public. Mais tout à coup, beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans l'acte de Mark Lépine, puis dans sa lettre, quand elle a été publiée. Eux aussi avaient le sentiment que leur vie était gâchée par les féministes. Et la tuerie leur a donné, en quelque sorte, une tribune, et Mark Lépine est devenu à leurs yeux une sorte de héros mort en martyr autour duquel se rallier. Et dans l'autre sens, la tuerie de Polytechnique, elle a un peu cassé le mouvement féministe au Canada, parce qu'avant ça, c'était cool d'être féministe, et après, plus du tout. Donc les femmes avaient peur, et il y avait peut-être un peu l'idée sous-jacente qu'elles étaient allées un peu trop loin. En tout cas, c'est ce que les groupes de défense des droits des hommes osaient maintenant dire ouvertement. Et ce qui est horrible, et qui est important à dire, c'est que dans les années qui ont suivi la tuerie, et jusqu'à aujourd'hui,
les masculinistes ont à de nombreuses reprises accusé les féministes de se servir de la tuerie pour se présenter en victime. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que l'acte terroriste de Polytechnique serait en fait un complot des féministes pour se poser en victime. Au fil du temps, on a aussi vu des hommages rendus à Marc Lépine. La date du 6 décembre, donc la date de la tuerie, elle a aussi été détournée par les masculinistes et ce jour-là, ils fêtent la Saint-Marc Lépine. En plus de justifier ses actes et de lui donner du crédit, cette héroïsation de Marc Lépine est dangereuse, parce qu'elle fait de lui un modèle à imiter et elle mène certains hommes à s'identifier à lui. Il existe d'ailleurs un podcast québécois qui s'appelle Projet Polytechnique et qui va à la rencontre de ces hommes. Allez l'écouter si ça vous intéresse, mais je vous préviens, les témoignages sont glaçants. Et la menace de ces hommes qui s'identifient à Marc Lépine est réelle. En 2005, par exemple, un Américain du nom de Donald Doyle s'est autoproclamé réincarnation de Marc Lépine et il voulait, je cite, « terminer ce que Marc Lépine avait commencé ». Il avait une liste de 25 femmes qu'il projetait de tuer et heureusement il a été arrêté et reconnu coupable de menaces de mort envers des groupes de femmes. D'une certaine façon, les médias ils ont aussi participé à ce processus d'héroïsation de Marc Lépine, parce qu'en effet, ils lui ont donné toute la place dans les médias, au détriment des victimes. Cette manière de faire, qui est encore souvent visible aujourd'hui, elle participe à un processus de dépersonnalisation des victimes, qui ne deviennent plus qu'un chiffre, et c'est un phénomène qui fait partie des nombreuses tactiques d'occultation des violences masculines. C'est pourquoi je voudrais ici avoir une pensée pour les victimes et leurs familles. Dans les conséquences de la tuerie, il faut aussi dire qu'il y a plusieurs personnes qui se sont suicidées dans les mois ou les années qui ont suivi l'attentat, notamment un jeune homme qui avait assisté de près à l'attentat et qui s'en voulait terriblement d'avoir rien fait, et aussi le père d'une des jeunes femmes tuées par Marc Lépine. On peut aussi parler de la sœur de Marc Lépine, Nadia, qui se battait déjà depuis des années contre une addiction à la drogue, et en fait, après la tuerie, on s'en doute, ça s'est pas amélioré. Elle est décédée en 1996 d'une overdose, juste avant ses 29 ans. Une des autres conséquences de l'attentat du 6 décembre, c'est qu'il a relancé le débat sur le contrôle des armes à feu au Canada. Donc il y avait derrière l'idée que si l'accès aux armes était mieux contrôlé, Marc Lépine n'aurait peut-être pas pu s'en procurer si facilement. Des étudiants et des étudiantes de Polytechnique, parmi lesquels Nathalie Provost, regroupée sous le nom de Poly se souvient, ont lancé une vaste pétition pour obtenir un meilleur contrôle des armes. Et quelques mois après, la pétition, munie de plus de 500 000 signatures, a été présentée et elle demandait l'enregistrement de toutes les armes à feu. Cette pétition, elle a contribué à faire adopter en novembre 1995 le projet de loi qui s'appelle C-68 du gouvernement fédéral canadien. Il prévoit l'enregistrement obligatoire de toutes les armes à feu et l'obtention de permis pour leurs propriétaires. Mais depuis cette loi, le lobby des armes utilise son influence pour affaiblir les contrôles sur les armes à feu. Et encore aujourd'hui, plus de 30 ans après, le collectif Poly se souvient continue de maintenir la pression pour que la lutte contre la violence par arme à feu reste un sujet et pour l'interdiction des armes d'assaut. D'ailleurs, cette lutte, c'était une des promesses de campagne du premier ministre actuel canadien, Justin Trudeau, qui n'est pas encore réalisée. Parce qu'en face, les associations pro-armes à feu, soutenues par les lobbies américains, notamment la NRA, sont très puissantes. Me voilà arrivé à la fin de ce récit de la tuerie de Polytechnique, l'un des attentats antiféministes les plus meurtriers de l'histoire récente. Vous l'aurez compris, cette histoire me passionne, mais surtout elle me bouleverse. Elle est tellement symptomatique des mécaniques de domination à l'œuvre encore actuellement, plus de 30 ans après dans notre société. Alors je vous préviens, cette analyse risque d'être assez longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour commencer, cette histoire, et surtout son traitement médiatique, représente selon moi l'exemple type du déni qui entoure les féminicides et qui fait qu'en tant que société, on n'arrive pas vraiment à prendre des mesures et à lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Car, on le sait, les violences faites aux femmes sont un continuum qui part des blagues sexistes, du harcèlement de rue, en passant par le viol et enfin le meurtre, le féminicide. Et en refusant de voir le motif purement sexiste et antiféministe de cette tuerie terroriste, on peut pas s'emparer du problème. Et donc on peut pas le régler. Pourtant on le sait, et c'est pas les études qui manquent pour le prouver, la violence contre les femmes, elle est universelle et quotidienne, et elle ne diminue pas. Pour revenir précisément à la tuerie de Polytechnique,
En qualifiant le geste de Mark Lépine d'incompréhensible, on nie tous les rapports de domination et on rappelle aux dominés, aux femmes, de rester à leur place, de ne pas dépasser les limites. Finalement, si ces femmes ont été tuées dans une école polytechnique, donc un lieu bien spécifique, c'est parce qu'elles prenaient la place des hommes. On passe de la soi-disant incompréhension de l'attentat à la responsabilisation des victimes. C'est horrible quand on y pense. Ça devient de la faute des féministes. C'est elles qui ont exagéré, elles ont provoqué l'agressivité des hommes, elles l'ont bien cherché finalement. Et quand bien même en plus, les étudiantes de Polytechnique ne se revendiquaient même pas comme féministes. Je voulais aussi redire, même si je l'ai dit plus tôt, que la vie de Mark Lépine, même si elle a été difficile, avec un père violent, etc., pour moi, c'est pas une excuse. Parce que chacun a des difficultés. C'est aussi pour ça que je suis pas trop entrée dans les détails de sa vie, parce que j'ai pas envie de participer à son héroïsation. Et je me mets plutôt de l'autre côté, en fait, à ce que ça doit faire de savoir qu'on était sur la liste de Mark Lépine quand on est féministe. Donc d'être nommé comme l'ennemi, et en plus de pas avoir accès à la lettre. Et je pense aussi aux familles des victimes, ces femmes qui sont mortes juste parce qu'elles étaient femmes. Avant de m'intéresser plus spécifiquement au mouvement masculiniste, je voulais revenir encore sur la question de la limitation des armes à feu et de la lutte contre la violence par arme à feu, mais surtout au fait sur les militants et militantes, parce que je trouve très bien qu'il y ait des militants et des militantes qui aient réussi à obtenir une loi après la tuerie, mais en fait, je déplore vraiment que ce soit toujours les mêmes personnes, parmi lesquelles des femmes qui étaient à Polytechnique au moment de l'attentat et qui, 30 ans après, continuent de porter ce débat national, alors qu'en fait, c'est une problématique qui concerne toute la population. On voit encore une fois que ce sont déjà principalement des femmes qui font le travail de manière bénévole pour toute la société. Je trouvais vraiment important de le relever. Je reviens maintenant sur les mouvements masculinistes et de défense des droits des hommes parce que je pense que c'est vraiment le cœur du problème dans cette histoire. Je voulais commencer avec cette phrase assez célèbre qui a été prononcée en 1992, donc moins de 3 ans après la tuerie, par un prêtre évangéliste américain. Le féminisme est un mouvement politique socialiste contre la famille qui encourage les femmes à quitter leur mari, tuer leurs enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir lesbiennes. Je précise que tuer leurs enfants, ça fait référence à l'avortement. Et cette phrase, vous l'avez peut-être déjà entendue, les féministes se la sont largement réappropriée. Bon, déjà parce qu'en vrai, détruire le capitalisme, être des sorcières et sortir de l'hétéronormativité, c'est ce qu'on veut, nous les féministes. Et ça devrait être le but de tout le monde. Mais à l'époque, cette phrase, prononcée par un prêtre, elle avait vraiment pour but d'effrayer les fidèles et de récolter des fonds pour la lutte contre le terrifiant ennemi qu'est le féminisme. On voit bien, dans les années 90, c'est pas si loin si on y pense, cette diabolisation du féminisme comme si c'était vraiment l'ennemi, comme si le danger c'était le féminisme et pas, les hommes qui tuent des femmes par exemple. Donc tout ça m'amène à la manosphère, comme on l'appelle, donc les mouvements masculinistes très actifs en ligne sur les réseaux sociaux et qui se portent très bien. J'en ai déjà un peu parlé dans ce podcast, principalement dans l'épisode sur le scandale du Gamergate. Dans son film documentaire « La domination masculine », Patrick Jean va à la rencontre de masculinistes. Pour en parler, il dit « Il y a de tout parmi les masculinistes, mais ce sont souvent des hommes quittés par une femme qui n'ont pas accepté la rupture. Ils sont misogynes, à droite, un peu racistes, un peu homophobes. Ils ont tous un même profil psychologique, ils ont l'impression qu'ils n'occupent pas la place qu'ils devraient avoir dans la société. Au lieu de s'en prendre à leurs limites, ils s'en prennent aux femmes. » Pour rester dans le contexte canadien et prendre un exemple parmi ces hommes qui pensent que leurs problèmes viennent des femmes, je voulais parler de Jordan Peterson, qui cumule plus de 3 millions d'abonnés sur Twitter. Mais il y en a plein d'autres qui ont autant d'abonnés. Vous avez probablement aussi entendu parler de Andrew Tate, par exemple. Donc Jordan Peterson, c'est un professeur d'université de Toronto et il s'est érigé en gourou des incels en affirmant que les féministes ont détruit les rôles traditionnels de genre. Donc pour aider les hommes, ils vendent des formations qui leur promettent de les aider à rétablir une masculinité forte et à rétablir la hiérarchie entre les sexes. J'ai dit que c'était le gourou des incels, c'est la contraction de Involuntary Celibates, qu'on pourrait traduire par célibataire involontaire. Ce terme désigne une sous-culture misogyne qui regroupe des jeunes hommes, souvent blancs et frustrés. Selon eux, ils sont injustement rejetés par les femmes et donc privés de ce à quoi ils devraient avoir droit, c'est-à-dire, en gros, avoir une copine et du sexe. Et le fait qu'ils ne l'obtiennent pas, ce serait évidemment
de la faute des femmes et du féminisme. Donc pour résumer, ils se considèrent comme les perdants de l'émancipation des femmes, sans jamais se remettre en question. Et c'est finalement assez proche du modèle de pensée de Mark Lépine tel que présenté dans sa lettre. Ce mode de pensée incel a donné lieu à plusieurs attentats. Par exemple, en 2018, à Toronto, toujours au Canada, Alex Minassian, un incel revendiqué, a foncé sur une foule principalement composée de femmes avec un camion, causant la mort de 10 personnes. Et après ça, Jordan Peterson, le gourou des mascus, il a commenté dans la presse que cela ne serait jamais arrivé si l'on avait rendu la monogamie obligatoire. Donc en gros, d'après sa vision, les femmes sont des marchandises que les hommes devraient pouvoir se partager et se distribuer entre eux. Et ce qui fait vraiment peur, d'après moi, c'est que ce gars, en tant que prof d'université, il apporte une forme de caution à ces discours et il les rend légitimes. À titre personnel, j'ai d'ailleurs de la peine à comprendre pourquoi on donne la parole à ce genre de personnes, alors que les incels et certaines organisations masculinistes figurent actuellement sur la liste des organisations terroristes à surveiller de plusieurs pays. Et vous l'aurez probablement compris au travers de ce podcast, ça me met hors de moi. J'ai hésité à dire, ça me rend hystérique, qu'on entende régulièrement dire dans les médias et sur les réseaux que les féministes sont extrémistes et que par leur radicalité, elles desservent leur cause. Demander à ne pas être tué, waouh, quelle radicalité. Et à l'inverse, on entend rarement dire ça pour les masculinistes, voire même jamais. Pourtant, harceler, violer, tuer, commettre des féminicides de masse, à moi, ça me paraît bien plus extrême que de demander des salaires égaux. Enfin, à ma connaissance, il n'existe pas d'homicide de masse commis par une femme. Et j'ai cherché. Selon les statistiques américaines, compilées par le site Mother Jones depuis 1982 aux USA, on compte 111 tueurs de masse contre 4 tueuses, dont seulement 2 ont agi seules. Et aucune d'entre elles n'avait visé que des hommes en raison de leur genre. Et pour terminer sur une note pas très positive, mais c'est comme ça, la situation ne semble pas s'améliorer. Il y a eu un rapport qui a été publié en janvier 2023 par le Haut Conseil de l'égalité, c'est une instance française indépendante, et qui dit que le sexisme ne diminue pas en France. Ce serait même le contraire. D'après ce rapport, 80% des femmes se disent victimes de sexisme et s'estiment moins bien traitées que les hommes. Et sans surprise, ce rapport met aussi en garde contre la persistance de clichés masculinistes chez les moins de 35 ans et s'inquiète d'un phénomène de backlash à l'œuvre partout. C'est une preuve de plus, s'il en fallait, que la lutte féministe est plus que jamais nécessaire. Vous venez d'écouter Pour de vrai et je vous en remercie chaleureusement. Vous trouverez toutes les sources et références citées et utilisées pour préparer cet épisode dans la description. Si vous aimez ce podcast et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Pour m'aider à faire connaître Pour de vrai, vous pouvez aussi lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, ou même laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater en attendant la sortie du prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. À bientôt!